Comme tous les êtres vivants, les végétaux peuvent souffrir de maladies. Plusieurs facteurs sont à l'origine des maladies des plantes. C'est ainsi qu'on peut distinguer 4 types de maladies des plantes. Les maladies cryptogamiques, ce sont de loin les maladies les plus fréquentes chez les végétaux. Elles sont dues à des champignons. On a des maladies bactériennes, des maladies virales, des maladies physiologiques, dont par exemple les maladies de carence en azote, etc. Dans cette vidéo, nous avons choisi de vous parler particulièrement de 6 maladies cryptogamiques, donc de 6 maladies dues aux champignons. Parce qu'en effet, les champignons microscopiques sont à l'origine des maladies cryptogamiques. La rouille est une maladie cryptogamique. Le mot rouille englobe plusieurs maladies des plantes qui ont pour dénominateur commun l'apparition de taches jaune-orangées sur les feuilles touchées. Donc, la rouille est assez facile à repérer et à reconnaître. En effet, la face supérieure de certaines feuilles présente des auréoles jaunâtres, quelquefois un peu rougeâtres, et lorsqu'on retourne la feuille, on découvre sur sa face inférieure de petites pustules poudreuses dont la couleur varie du beige au brun en passant par le jaune ou le orange. Donc, les symptômes de la rouille, ce sont donc ces taches-là, ces taches jaunâtres, orangées, brunâtres, etc. La rouille ne menace pas la survie de la plante atteinte. Par contre, elle cause des dommages d'ordre esthétique et un affaiblissement du végétal. Les feuilles des végétaux atteints de rouille synthétisent moins bien la chlorophylle et elles tombent. En effet, tout ceci va affaiblir la plante. La plante ainsi affaiblie va donc voir ses feuilles moins abondantes et plus petites, une récolte de fruits et de légumes considérablement réduite, un ralentissement de sa croissance, etc. Et son aspect d'ailleurs va devenir peu esthétique. Dans les cas les plus graves, la totalité des feuilles va tomber, mais il faut savoir qu'en général, la survie du végétal est rarement menacée. Donc la rouille est une maladie gênante, mais peu dangereuse. De nombreux végétaux peuvent être atteints par la rouille. Les arbres, les arbustes, les fleurs, les plantes, les légumes, les fruitiers, etc. Parmi les plantes les plus fréquemment atteintes par la rouille, on peut citer la pomme de terre, le haricot, la menthe, le rosier, etc. Il faut savoir que les champignons qui causent la rouille se développent mieux quand le temps est pluvieux ou alors qu'il y a une ambiance humide. Les arrosages répétés du feuillage également, quand vous versez l'eau sur les feuilles, vont favoriser l'apparition de la maladie. Et enfin, une mauvaise circulation de l'air, donc un environnement confiné, des végétaux trop serrés. Quand vous serrez trop vos plantes les unes contre les autres, un feuillage dense que vous ne taillez pas, tout ça sont des causes d'apparition de la rouille. La rouille est une maladie qui se résorbe assez facilement parce que bien souvent, lorsque les conditions deviennent moins favorables aux champignons, la maladie disparaît d'elle-même. Donc, s'il y a moins d'humidité, s'il y a une meilleure aération, etc., la maladie disparaît. Il faut savoir qu'en cas de rouille, le premier geste à faire, c'est de couper les feuilles atteintes et de les brûler. Donc, vous devez retirer toutes les feuilles touchées, mais également celles qui sont au sol, parce que la maladie stagne dans les débris des végétaux. Et vous brûlez tout cet ensemble-là, ou alors, si toute la plante est atteinte, si la plante est trop infectée, vous l'arrachez également et vous la brûlez. Par la suite, vous pouvez lutter contre les champignons en appliquant donc un traitement antifongique biologique spécifique. On a très souvent les traitements à base de soufre, ou alors les purins d'ortie, ou des traitements à base d'huile essentielle. Mais en fait, ça se traite. Pensez également à bien nettoyer vos outils et à désinfecter après chaque utilisation. Vous pouvez pour cela utiliser l'eau de Javel, c'est classique, c'est un excellent fongicide. La pourriture des racines est une maladie fongique qui peut infester différents types de plantes. En fait, il s'agit de divers micro-organismes, de divers champignons qui sont responsables de ce pourrissement des racines. Et ce pourrissement va entraîner plus ou moins rapidement la mort du végétal atteint à cause d'un déficit nutritionnel. La pourriture des racines est une maladie redoutable parce qu'elle se propage rapidement et elle peut infester durablement un sol. Donc c'est une maladie vraiment dangereuse, c'est une maladie à éviter absolument. Les symptômes de la pourriture des racines sont invisibles sur la partie aérienne. Donc vous regardez une plante, vous ne savez pas qu'en dessous, les racines sont pourries. Donc le champignon s'est introduit au niveau des racines ou alors du collet. Le collet, c'est le point de départ de la tige.
Donc, le système racinaire va se réduire, la pourriture va s'accompagner même d'ailleurs souvent de plaies chancreuses. Parfois, donc, cette pourriture d'ailleurs là est spongieuse. Donc, comme on l'a dit, les racines étant attaquées, elles ne peuvent plus jouer leur rôle essentiel qui est celui d'apporter de l'eau et des éléments nutritifs à la plante. Ce qui va avoir pour conséquence que le feuillage va se décolorer, va brunir ou rougir, va se dessécher. Et il faut savoir que si la souche de ce parasite, de ce champignon, est vraiment forte, la plante va mourir rapidement. Pour que la pourriture s'installe, il faut qu'il y ait un manque d'oxygène au niveau des racines. Ou alors, il faut qu'il y ait des blessures à la base de la plante. Donc, si votre sol est trop compact, donc il n'est pas assez aéré, l'oxygène ne passe pas, ça, vous avez des chances que vos plantes chopent cette maladie-là. L'efficacité des traitements curatifs de la pourriture racinaire, même ceux à base de fongicides chimiques, est relative, surtout en cas d'infestation importante. Donc, nous ne vous parlons même pas des fongicides biologiques. La pourriture des racines est ainsi une maladie très grave qui est quand même quasi impossible à traiter, difficile à traiter. C'est pourquoi il est préférable de ne pas favoriser son installation. Il faut prendre des dispositions ou des précautions culturales. Premièrement, il faut aérer régulièrement votre sol. Donc, améliorer les sols qui sont lourds à l'aide de compost. Veillez à un bon écoulement de l'eau pour éviter toute stagnation. Donc, contrôlez régulièrement qu'il n'y a pas l'eau qui stagne. Évitez de cultiver dans un sol saturé d'eau. Donc, si vous ne pouvez pas faire autrement, il faut installer dans un système de drainage qui est efficace. Il faut choisir des semences traitées ainsi que des plants sains et vigoureux. Ne pas blesser vos racines ou vos collets. Attention à cet aspect-là. Il faut tout faire pour ne pas écorcher, blesser vos racines ou vos collets. Si c'est indispensable, et notamment si vous êtes dans un cas de culture intensive, il faut souvent penser donc à désinfecter votre sol. Ceci soit par la chaleur, soit par des produits chimiques. Si vous avez des plantations d'arbustes, on l'a même vu ici là quand on parlait de la mise en place de vergers, il faut éviter des haies d'une seule espèce. Et pensez à brûler les sujets atteints et ne jamais replanter des espèces sensibles au même endroit. Donc, sachez que la pourriture racinaire est une maladie fréquente. Elle peut affecter pratiquement toutes les espèces de végétaux, que ce soit les tomates, les cultures de céréales, les plantes d'ornement, les arbres fruitiers, les agrumes, etc., etc. Le mildiou est une maladie cryptogamique reconnaissable par l'apparition des taches brunes assez irrégulières sur les feuilles. Ces taches sont en général accompagnées d'un duvet blanc sous les feuilles qui ressemble à de la moisissure. Sachez qu'à lui seul, le mildiou peut ravager des cultures entières. Donc, il est nécessaire, il est capital de s'en prémunir. Les pommes de terre et les tomates sont des exemples de plantes qui sont le plus souvent atteintes par le mildiou. C'est d'ailleurs l'ennemi numéro 1 de la tomate. Cette maladie peut détruire toute votre récolte. Mais le mildiou s'en prend également férocement à d'autres plantes, comme les choux, les oignons, les laitues, les échalotes, la ciboulette, etc. Il faut savoir que les successions de périodes chaudes et humides, les ambiances orageuses, quand il y a énormément d'orage, un fort taux d'humidité dans l'air, des températures entre 10 et 25 degrés sont autant de facteurs qui favorisent l'apparition du mildiou dans une exploitation agricole. Sachez donc que le mildiou se propage très vite lorsqu'il y a beaucoup d'humidité. Retenez également que quand vous avez des températures au-dessus de 30 degrés ou alors quand une sécheresse s'installe, ça va détruire le mildiou. Dès les premiers signes d'infection, il faut sans tarder couper la partie du plant infecté et s'en débarrasser. Il est important de ne pas laisser de feuilles mortes au sol afin d'éviter les risques de transmission de la maladie. Dans le traitement du mildiou, il est nécessaire d'agir le plus vite possible, surtout une fois que vous avez repéré la maladie. Déjà couper, comme pour toutes les autres maladies, les parties ou alors les plantes atteintes, même également celles à proximité pour des raisons de prévention, et traiter le reste de la culture avec des fongicides à base de cuivre. Et ce fongicide à base de cuivre est particulièrement efficace sur les plants de tomates. Hors floraison, vous pouvez faire un traitement préventif à l'aide du bicarbonate de soude. C'est une solution intéressante
pour protéger vos plantes du mildiou. Le bicarbonate de soude est biodégradable, non toxique pour l'environnement et pour la santé et c'est économique. Vous allez vaporiser le mélange sur la totalité de vos plants. Sachez que les plants plus âgés sont infectés plus sévèrement que les jeunes plants. Et le mildiou est en général constaté chez les plants qui souffrent. Si vos plants sont sains, vous avez peu de chances d'avoir cette maladie-là. Le botrytis ou pourriture grise est une moisissure qui peut causer des dégâts sur de nombreuses plantes cultivées. C'est également une maladie cryptogamique, d'ailleurs une maladie due par les champignons, donc, qui se développe en milieu confiné et humide. C'est d'ailleurs la caractéristique de ces maladies-là d'ailleurs. On reconnaît la pourriture grise au duvet de moisissure grise qui recouvre les plantes infectées. Ce duvet n'est au départ formé que de petites taches brunes, mais la pourriture grise va s'attaquer aux fruits, mais également aux feuilles, aux racines et aux tiges. Il faut savoir une chose, pour ceux qui sont dans les pays où le raisin, la vigne est cultivé, le botrytis sur la vigne peut se transformer en pourriture noble. Donc, ce ne sera pas une maladie dans ce cas-là, parce que c'est recherché pour augmenter le taux de sucre. C'est le cas notamment pour tout ce qui est vin moelleux, vin liquoreux. Quand le botrytis apparaît tardivement dans la saison sur les grappes, ça va vous donner des bons vins. Les agriculteurs qui cultivent le raisin, qui ont des champs de vignes, recherchent le botrytis. Mais par contre, en dehors de ce cas particulier sur les raisins, le botrytis ou alors la pourriture grise provoque des dégâts considérables et s'avère catastrophique pour les récoltes parce que les fruits deviennent impropres à la consommation et donc à la vente. Et d'ailleurs même, ça peut aller jusqu'à mettre en danger donc toute votre exploitation si les tiges sont atteintes. Les causes de la pourriture grise, c'est un sol compact. Le fait également d'avoir un sol riche en matières organiques qui ne sont pas suffisamment décomposées favorise l'apparition de la maladie. Une forte humidité également. Une petite plaie sur une tige également va constituer une condition idéale pour que le champignon se développe parce que ça va provoquer donc des nécroses qui ne vont pas tarder de se couvrir donc de ce fameux feutrage gris. Comment prévenir la pourriture grise? Il est possible de réduire les risques d'attaque en assurant une bonne aération autour des plantes. Donc, il faut tailler vos plantes afin d'éviter l'enchevêtrement des branches et ainsi favoriser la circulation de l'air. Ceci notamment dans le cas des arbustes et des arbres fruitiers. Pensez à aérer également les serres pour ceux qui cultivent sous serre. Espacez les rangs de vos plantes. Travaillez également à pailler au pied de vos végétaux. Donc, comme on l'a vu, ne serrez pas vos plantes. Ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'en général, un espace suffisant entre les pieds de vos plantes va leur permettre une bonne exposition au soleil. Et ceci va être très peu favorable au développement du champignon. Arrosez vos plantes au pied et évitez au maximum de mouiller le feuillage. Toujours dans un souci d'éviter un excès d'humidité, préférez un arrosage matinal. Désherbez au pied de vos plantes parce que les adventices participent au développement de la pourriture grise. Si toutefois la pourriture grise ou le botrytis parvenait à infecter vos plantations, vous pouvez toujours traiter vos plantes. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la bouillie bordelaise, vous pouvez faire une macération huileuse à l'ail qui aura une action fongicide sur le champignon du botrytis. Et si vous voyez que la plante est trop touchée, vous serez obligé de couper le plant et de vous en débarrasser. C'est une maladie qui touche également le rosier, mais qui peut se retrouver également sur d'autres feuilles de plantes. Les symptômes de la maladie, c'est l'apparition de taches brunes ou noires auréolées de jaune sur les feuillages. Et puis les feuillages vont tomber. La maladie se développe particulièrement quand le temps est chaud et sec ou alors s'il est froid et humide. Et il peut être causé par le simple fait d'arroser vos plantes le soir. Pour lutter contre cette maladie, il faut ramasser les feuilles qui sont à terre et se débarrasser de ces feuilles-là en les brûlant notamment. Ceci pour éviter que les champignons microscopiques s'installent. Pulvérisez vos plantes avec de la bouillie bordelaise et au moment de tailler vos plantes, il faut éliminer donc tous les rameaux qui présentent des lésions et travailler à choisir des variétés plus résistantes.
De nombreux produits existent dans le commerce pour traiter cette maladie-là. C'est une maladie assez facile à traiter et vous pouvez associer le traitement avec un insecticide pour un traitement complet de vos plantes. L'oïdium est une maladie cryptogamique également, donc causée par un champignon. Et cette maladie est parfois appelée maladie du blanc ou pourriture blanche. C'est une maladie assez connue. Donc tout commence par l'apparition d'un feutrage blanc, qui a un aspect farineux d'ailleurs, sur les feuilles, les tiges et parfois les fleurs de vos plantes. Souvent, l'oïdium provoque d'ailleurs une déformation des feuilles qui vont se gondoler et se boursoufler. Donc, ce feutrage blanc-là va changer d'apparence selon les végétaux qu'il touche. Vous pouvez faire facilement le diagnostic en observant l'apparition sur le dessus des feuilles, par exemple, donc, de ce feutrage blanc qui va s'étendre sur toute la feuille et celle-ci va sécher, le reste de la plante également d'ailleurs. Plusieurs végétaux peuvent être atteints de l'oïdium. Les feuilles, les boutons floraux, les fruits, les jeunes pousses et même la plante entière peuvent être touchés. Sans traitement, votre plante meurt. L'humidité et les écarts de température importants entre la nuit et le jour favorisent l'apparition de l'oïdium. Et il peut également se disséminer par le vent, la pluie, mais également par les outils non désinfectés. Parce qu'effectivement, il faut savoir que la maladie va se transmettre par contact d'une plante à l'autre, disséminée par le vent, mais effectivement, les outils de jardinage qui n'ont pas été nettoyés sont des vecteurs de la maladie. Les règles préventives sont classiques. Lors de la plantation, espacez suffisamment vos plants, nettoyez régulièrement votre plantation en enlevant les herbes et les feuilles. À l'apparition des premiers signes de la maladie, supprimez les parties des plantes ou les plantes entières qui sont atteintes, brûlez-les pour stopper ou ralentir la progression de la maladie. N'arrosez pas les feuillages par forte chaleur. Arrosez plutôt vos plants en début de matinée. Pour se débarrasser de l'oïdium, vous pouvez faire un traitement au bicarbonate. Vous mélangez le bicarbonate avec de l'eau et un peu d'huile et vous pulvérisez donc sur les parties atteintes des plantes. En conclusion, rappelez-vous que des plantes saines sont plus résistantes aux maladies parce qu'elles vont produire elles-mêmes leurs antibiotiques ou leurs traitements. Des végétaux bien soignés posent moins de problèmes que d'autres. Quand on dit bien soigné, c'est-à-dire que le sol est bien aéré, vous mettez du bon compost, vous taillez vos plantes, vous les arrosez convenablement, vous serez sûr qu'elles seront résistantes aux maladies. En règle générale, maîtrisez l'espacement de vos plantes. Nettoyez autour des plantations et ceci de façon régulière. Pensez à arroser les pieds au lieu du dessus des plantes. Et dès que vous voyez des parties de vos plantes atteintes, il faut les supprimer, que ce soit les branches ou les feuilles. Dès que vous en voyez de malades, vous les supprimez, vous les brûlez. En présence d'une maladie, la première chose à faire donc est de couper toutes les parties malades de la plante et de les détruire. Ceci pour éviter toute contamination ultérieure. Retenez que vous avez deux types de traitements. Les traitements sont de deux sortes. Vous avez des traitements préventifs dont vous anticipez la maladie et ces traitements donnent d'excellents résultats. Et vous avez des traitements curatifs pour soigner vos plantes lorsque le mal est fait. Mais investissez toujours dans les traitements préventifs. Comme pour tout traitement, veillez à vous protéger lors de l'application des produits. Donc, munissez-vous de gants, de masques, de lunettes de protection, etc. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.